ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Et je suis particulièrement heureuse de voir des étudiants et étudiantes de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour dans cette salle. Même si, très honnêtement, éblouie par les projecteurs, je ne vois pas grand-chose. Donc, cette université qui, depuis 10 ans, donc depuis que cet événement existe, en est le partenaire. Et vous vous en doutez que Guillaume Rousseau, ce n'est pas moi. Mon nom est Caroline Fischer, j'enseigne la littérature comparée. Vous êtes venus pour écouter donc mon collègue qui enseigne la langue et littérature française, pas à Pau, mais à Bayonne, d'où aussi le nom de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je lui laisserai donc la parole. Merci Guillaume. Merci Caroline pour cette introduction. Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors pour cette conférence, je vais aborder un sujet sensible, un des défis de notre temps et des temps à venir. Il s'agit de la problématique migratoire en Europe. Et plus particulièrement, je vais m'intéresser à la tragédie des migrants en Méditerranée, à savoir ces hommes, femmes et enfants qui par centaines embarquent sur des bateaux de fortune et qui font naufrage en Méditerranée. Pour traiter ce sujet, je vais choisir un prisme qui est un prisme littéraire. C'est évidemment un sujet politique, mais en tant que littéraire, je vais aborder le sujet par les textes, et en particulier par un texte qui me semble singulier. On va le voir dans quelques minutes. Généralement, les auteurs contemporains abordent ce sujet par le prisme de la fiction, et on va voir qu'ici, il s'agit d'un récit, et d'un récit qui se transforme en méditation poétique, d'où le titre de cette conférence. Alors, ce récit, c'est un récit de Maëlys de Kerangal, qui s'intitule « À ce stade de la nuit », qui a été publié pour la première fois en mai 2014 aux éditions Guérin, et qui sera republié en octobre 2015 dans la collection minimale des éditions Verticales. Ce sera l'édition de référence pour cette conférence. La modeste ambition de cette conférence sera d'essayer de vous donner envie d'aller lire ce texte d'une grande densité poétique et qui donne à penser. Alors, avant de présenter en détail à ce stade de la nuit, je voudrais d'abord vous présenter ou vous représenter à nouveau Maëlys de Kerangal, qui est l'une des voix les plus importantes de la littérature française contemporaine. Elle est née en 1967 à Toulon, mais a passé son enfance au Havre, qui est une ville très importante dans son œuvre et qu'elle représente fréquemment dans ses fictions. Et à partir du moment de ses études, elle va aller à Paris et elle vit désormais à Paris, même si elle garde le goût du voyage, ce qui peut s'expliquer par sa famille. Elle est issue d'une famille de marins. Son père et son grand-père étaient capitaines au long cours. Et elle est fine connaisseuse de l'espace maritime, ce qui se ressent notamment dans À ce stade de la nuit, qui se centre sur la tragédie donc, des migrants en Méditerranée. Elle a d'abord été éditrice et elle publie son premier roman en 2000. Et elle sera surtout connue en tant que romancière et nouvelliste. L'œuvre qui l'a fait connaître, c'est Corniche Kennedy en 2008. En 2010, elle obtiendra le prix Médicis pour Naissance d'un pont. Et en 2014, c'est la consécration avec Réparer les vivants, qui obtient une dizaine de prix littéraires. Et son roman sera adapté au cinéma, tout comme Corniche Kennedy. Donc on en vient
au récit qui nous occupe aujourd'hui, à ce stade de la nuit. À ce stade de la nuit était un texte de commande, une commande passée par la FACIM, la Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne, qui demande à Maëlys de Kerangal d'écrire un texte pour la collection Paysages écrits des éditions Guérin. Et on verra que la notion de paysage est centrale dans ce texte. Le paysage représenté dans ce stade de la nuit est un paysage maritime qui s'organise autour de Lampedusa, une petite île d'à peine 20 km² perdue au milieu de la Méditerranée et qui est à seulement 200 km des côtes africaines, comme on peut le voir ici sur cette carte. À ce stade de la nuit est écrit en réaction à un événement tragique qui est le naufrage d'un bateau de migrants à quelques kilomètres de l'île de Lampedusa. Donc le 3 octobre 2013, une date importante, puisque ce jour-là vont périr 366 migrants. Cet ancrage réaliste est aussi renforcé par le choix de narration de Maëlys de Kerangal. Généralement, dans ses romans, elle utilise une narration à la troisième personne et passe de personnage en personnage dans le cadre d'un roman choral, le plus souvent. Or, ici, elle fait le choix d'une narration à la première personne, et évidemment, on doit se demander qui est cette première personne. Sur la quatrième de couverture, elle précise une femme, en tout cas, elle reste dans l'indéfinition plus précisément, mais lorsqu'on lit le texte, on comprend avec différents indices qu'il s'agit en fait de Maëlys de Kerangal elle-même, c'est donc un jeu autobiographique. Donc, sans le filtre de la fiction, Maëlys de Kerangal cherche à se confronter à ce fait d'actualité dans sa brutalité. On peut relever une forme de paradoxe, puisque habituellement, la littérature, et notamment la littérature narrative, est inactuelle, puisqu'il y a évidemment le temps de l'écriture, le temps de l'édition, et ces textes sont toujours en retard sur l'événement. Or, ici, le récit parvient à créer l'illusion d'un présent retrouvé. Il essaie de se situer au plus près de l'événement, et donc l'héroïne, une femme, alias Maëlys de Kerangal, va découvrir la tragédie de Lampedusa en écoutant la radio, et c'est ce qu'elle nous montre dans ce récit. Elle écoute la radio et elle découvre au fur et à mesure la tragédie, durant une nuit complète, et en ayant également sous les yeux le journal. Elle nous ramène donc au moment où l'information est encore brûlante, incertaine. Elle nous ramène aussi au moment de la sidération, où l'événement littéralement tourne en boucle sur les ondes. Et c'est ce qu'on voit notamment dans la première section de ce texte. Je cite, « La voix correctement timbrée, il s'agit de la voix du présentateur des informations, bégaye la tragédie sinistre qui a eu lieu ce matin. » Dans ce début de récit, Maëlys de Kerangal fait le choix de ne pas développer l'événement. Elle va en quelque sorte à contre-courant du flux d'informations, s'arrête et synthétise. Je rassemble et organise l'information qui enfle sur les ondes, bientôt les sature. Je l'étire en une seule phrase. Un bateau venu de Libye chargé de plus de 500 migrants a fait naufrage ce matin à moins de 2 km des côtes de l'île de Lampedusa. Près de 300 victimes seraient à déplorer. L'information est encore au conditionnel. L'œuvre littéraire, cependant, ne fera pas concurrence avec les actualités, elle va suivre son propre chemin. À la suite de cette ouverture qui expose le contexte, l'œuvre va se développer selon un principe d'anaphore. On retrouvera ensuite 10 sections qui sont scandées par l'anaphore à ce stade de la nuit, qui est aussi évidemment le titre de l'œuvre. Par ce procédé se révèle la double structure de l'œuvre, une structure qui est à la fois narrative et poétique. Structure narrative d'abord, puisqu'on va suivre les différents stades de la nuit, de minuit, le journal de minuit, jusqu'au petit jour. Donc on va suivre cette nuit blanche avec les différents flash infos. Mais se surajoute une structure poétique qui consiste en la migration aléatoire des pensées de la narratrice à l'écoute de la radio. Il s'agit pour Maëlys de Kerangal de prendre du champ, de s'éloigner de l'événement pour en fait mieux le ressaisir à la faveur d'une méditation poétique. Maëlys de Kerangal nous amène ainsi à nous demander quel discours peut tenir la littérature face au réel et comment se modèle ce discours littéraire. Plus précisément, on se demandera en quoi la liberté créatrice de l'art, de la poésie, peut nous permettre de mieux lire les événements du présent. Pour répondre à ces questions, je suivrai un fil conducteur qui nous est donné par
Maëlys de Kerangal. Et ce fil conducteur, c'est la question du nom propre. Je reviens sur le résumé de l'information que nous donne Maëlys de Kerangal. Un bateau venu de Libye chargé de plus de 500 migrants a fait naufrage ce matin à moins de 2 km des côtes de l'île de Lampedusa. Vous notez l'usage des caractères romains par opposition aux italiques, ce qui fait ressortir le nom propre de Lampedusa, et donc c'est le point de départ de l'œuvre. On se demandera ainsi ce que signifie un nom propre, qu'est-ce qu'il peut nous évoquer et en quoi il nous donne à penser. Mais on verra que Maëlys de Kerangal va plus loin dans sa migration nocturne, et elle s'interroge également sur ce que signifie l'acte de nommer, et on verra aussi en conclusion ce que signifie l'acte de ne pas nommer. Donc on commence par le nom de Lampedusa. J'ai expliqué que cet événement était saisi par le prisme de la radio, et je voudrais comprendre ce prisme par opposition à la télévision. La télévision, avec ses chaînes d'infos en continu, nous présente constamment des images chocs, des images qui font en quelque sorte écran. Maëlys de Kerangal privilégie ici la radio, qui permet de développer notre imaginaire, de projeter nos propres images à partir de l'événement. Il y a aussi une autre raison qui fait que Maëlys de Kerangal choisit ici la radio, c'est sa fascination pour la voix. Et ça, on le voit dans l'ensemble de son œuvre. Donc, je vais ici, pour le montrer, citer le texte de présentation du recueil de nouvelles Canoë, publié en 2021. J'ai conçu Canoë comme un roman en pièces détachées, une novella centrale, Mustang, et autour, tels des satellites, 7 récits. Tous sont connectés, tous se parlent entre eux et partent d'un même désir, sonder la nature de la voix humaine. Et cette remarque peut finalement être valable pour toutes les œuvres de Maëlys de Kerangal. Donc, sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs, et composer une sorte de monde vocal empli d'échos, de vibrations, de traces rémanentes. Donc, ce qui intéresse Maëlys de Kerangal, c'est la voix dans sa matérialité, dans sa dimension acoustique. Elle aime aussi les failles dans la voix, ce qui retient notre attention, et donc, en miroir, cette question de la voix pose aussi la question de l'écoute, qui est centrale dans ce texte. Et c'est ainsi qu'elle va extraire le nom Lampedusa de la phrase. Le nom est toujours emporté dans la phrase, et là, ici, elle va le ressaisir pour méditer sur ce nom. Le nom est littéralement « sauvé des ondes ». Bientôt, un nom se dépose, Lampedusa, il résonne entre les murs, stagne, s'infiltre parmi les poussières, et soudain, il est là, devant moi. Le nom a pris forme ici, et évidemment, c'est grâce à la voix, grâce à la résonance du nom, qu'elle s'accroche à Lampedusa. Le nom de Lampedusa se présente ici comme un signe au sens linguistique du terme, au sens que lui donne Ferdinand de Saussure dans son cours de linguistique générale. Le signe, c'est l'association d'insignifiant et d'insignifié. Et évidemment, le signifiant est très présent ici. Le signifiant, c'est la forme du mot, et en particulier son image acoustique. Et donc, c'est à partir de ce signifiant que je vais pouvoir aller vers le signifié, c'est-à-dire vers le concept. En tout cas, c'est le chemin que nous propose ici Maëlys de Kerangal. Le signifiant possède une sorte d'aura poétique pour Maëlys de Kerangal, et c'est ce qu'elle nous explique en comparant le nom à un simple caillou, comparaison surprenante. Voici ce qu'elle dit à propos des noms dans ses fictions. Donc, c'est dans un article intitulé « Chasseur-cueilleur ». Matériau graphique, poétique, là aussi c'est le signifiant du mot, le signifiant comme image graphique. Les noms fonctionnent comme des cailloux qui roulent dans la phrase tout en lui résistant. Donc il y a un double mouvement, le nom est emporté par le flux de la phrase, mais lui résiste toujours. Tout se passe comme si on pouvait le saisir comme on saisit évidemment un caillou. Et elle en fait l'expérience à ce stade de la nuit, puisque, écoutant la radio, elle entend à la fois les voix françaises des journalistes qui commentent l'événement, mais elle entend également les voix italiennes des autorités qui se positionnent par rapport à ce drame. Et elle note que finalement, quelle que soit la langue, on entend toujours
Lampedusa. C'est le seul nom qu'on peut rattraper aussi dans la langue italienne. Il est étrange de voir à quel point le nom propre est indifférent à la phrase où il se place et roule entre les mots, comme un caillou qui pourtant propagerait sa poésie. Donc pourquoi l'image du caillou ? Ça donne l'image effectivement d'une unité dense et compacte, mais qui recèle en lui-même son trésor de poésie qui va ensuite se diffuser. Et ce rapprochement est d'autant plus justifié que Maëlys de Kerangal nous parle de l'île de Lampedusa. Qu'est-ce que Lampedusa ? Une île, c'est-à-dire un caillou aussi perdu au milieu des flots. Alors, il y a un modèle pour Maëlys de Kerangal, un modèle non avoué mais qui semble assez évident, qui est le modèle de Proust. Proust publie en 1913, du côté de chez Swann, premier volet d'une vaste somme romanesque intitulée « À la recherche du temps perdu ». Proust nous raconte dans ce premier volet l'enfance et l'adolescence du narrateur, et je vais m'intéresser ici à la troisième partie de l'œuvre qui s'intitule « Nom de pays, le nom ». Le narrateur, par sa santé fragile, ne peut voyager et va rêver à partir des noms de pays. Et c'est la démarche aussi de Maëlys de Kerangal dans ce récit. Je cite ici Roland Barthes, dans Proust et les noms, on déplie un nom propre exactement comme on fait d'un souvenir. Et donc, le narrateur, lui aussi, déplie ces petits noms propres pour en tirer à chaque fois deux ou trois images qui se transforment ensuite en récit. Illustration avec Balbec, alias Cabourg. Quant à Balbec, c'était un de ces noms où, comme sur une vieille poterie normande, première image, qui garde la couleur de la terre d'où elle fut tirée, on voit se peindre encore la représentation de quelques usages abolis, de quelques droits féodaux, d'un état ancien de lieu, d'une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes hétéroclites. On part toujours du signifiant et de ces syllabes hétéroclites de Balbec. Et donc, on va vers le signifié avec ces images. Donc, on a déjà vu la vieille poterie normande, et ensuite, on aura deux images avec la tempête, la mer déchaînée, et puis l'église de style persan. Et ça donne lieu à un récit, comme on le voit ici, et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l'aubergiste qui me servirait du café au lait à mon arrivée, me menant voir la mer déchaînée devant l'église, et auquel je prêtais l'aspect disputeur et solennel et médiéval d'un personnage de Fabliau. Le narrateur nous dit que les noms de pays ne sont pas très vastes, à la différence des villes, en général donc 2 ou 3 images, mais ça permet d'avoir aussi un effet de concentration qui va donner au nom son caractère poétique. Ainsi, si je reprends encore le nom de Balbec, le narrateur montre que les images apparaissent comme à travers un verre grossissant, ici. Alors reste à s'interroger finalement sur les sources de ces images. Comme je l'ai dit, on part toujours des impressions qui viennent du signifiant, mais il y a aussi les discours rapportés, les témoignages qu'on a pu faire au narrateur de la ville de Balbec, par exemple Swann ou Le Grandin, et donc il donne les deux images de la tempête et de l'église de style persan. Et il y a aussi, enfin, le plus important pour nous ici, la mémoire culturelle. Il y a aussi souvent une mémoire livresque qui entre en jeu dans la représentation des lieux. Et dans un autre passage, le narrateur évoque Parme et sa douceur stendhalienne. Bon. Et donc, c'est ce qui retient là aussi l'attention de Maëlys de Kerangal, c'est cette mémoire culturelle. Mémoire culturelle, mais on va le voir, elle va prendre une autre signification. En tout cas, comme le narrateur du côté de chez Swann, Maëlys de Kerangal est à l'écoute du nom de Lampedusa. J'explore ce nom. J'en fais le tour, je le soupèse et le décompose. J'y entends in fine ce toponyme, ces 4 syllabes qui font surgir un espace, catalysant le soleil et l'histoire, le sec, la poudre, la guerre, l'or et le rouge, le délabrement, quelque chose d'archaïque et de langoureux, ce nom qui est déjà un récit. Donc on le voit, là encore, le signifiant est le point de départ, avec ces 4 syllabes qui sont disséquées, et on accède immédiatement au signifié avec une fulgurance d'images qui vont se constituer comme récits. Et ces images, peut-être que vous aurez reconnu le récit, il s'agit ici du Guépard de Luchino Visconti, film qui a été Palme d'Or à Cannes en 1963.
Donc, la mémoire culturelle est ici une mémoire cinématographique. Une mémoire cinématographique qu'on rencontre fréquemment chez Maëlys de Kerangal. Dans une nouvelle qui s'intitule « Sous la cendre », qui raconte l'ascension du Stromboli par un trio amoureux, eh bien, on comprend qu'à l'horizon de cette nouvelle, il y a un film, c'est le film Stromboli de Rossellini, qui date de 1950. Cette inspiration est d'ailleurs soulignée par Maëlys de Kerangal au sein de la nouvelle, par le biais de son héroïne, qui déclare « Stromboli, j'ai vu le film la semaine dernière, je suis venu voir si le cinéma nous ment ». Autrement dit, il y a une puissance, une séduction de l'image cinématographique qui façonne nos représentations des lieux, et donc c'est ce sur quoi elle insiste ici. Donc on peut voir ici justement un extrait de Stromboli, de la fin de Stromboli, avec Ingrid Bergman, qui est au sommet du volcan. Et donc, quand Maëlys de Kerangal entend le nom de Lampedusa, eh bien, elle pense immédiatement à Burt Lancaster, à l'acteur qui joue le rôle du guépard. Je cite, « La première image qui me vient à l'esprit est le visage de Burt Lancaster. Il apparaît dans un flash, je l'identifie aussitôt, plan américain, visage et buste en majesté, épaulé dans une veste élégante, lavalière blanche. » Donc évidemment, c'est bien une image cinématographique, comme on le voit ici avec, par exemple, la mention du plan américain. Alors, pourquoi Lancaster ? Eh bien d'abord, si on se fonde toujours sur le signifiant, il y a un écho entre les deux noms, Lancaster, Lampedusa, et il y a aussi un écho graphique qui est d'ailleurs souligné par Maëlys de Kerangal, 9 lettres dans les deux cas, dont 2 identiques. Bon, mais il y a aussi une autre raison que Maëlys de Kerangal ne donne pas immédiatement, c'est que Le Guépard, le film Le Guépard, est adapté d'un roman d'un certain Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Burt Lancaster donc, a le rôle titre dans le film, celui du guépard, Don Fabrizio, prince Salina. Et Maëlys de Kerangal nous présente l'acteur en 1963. Burt Lancaster a 50 ans en 1963, l'année du film. Corps athlétique, mâchoire carrée, nez droit, sourire légendaire, blancheur, santé, optimisme, volonté de puissance. Un corps de cinéma taillé dans la machine à fiction hollywoodienne, rompu aux incarnations multiples, 75 films en 50 ans. En somme, qui est Burt Lancaster ? C'est la star de l'âge d'or d'Hollywood. Et donc ici, il entre dans la peau d'un aristocrate sicilien des années 1860, qui impose le respect par son rang, par son charisme, et évidemment, le corps athlétique de l'acteur convient parfaitement à ce rôle. Et donc, c'est la posture de départ de ce film, un personnage dans sa toute-puissance. Mais le roman et le film vont raconter un moment de bascule, un changement de monde, avec d'une part une révolution sur le plan historique, avec le débarquement des troupes garibaldiennes en Sicile, et dans le contexte du Risorgimento, et en parallèle, un fait social aussi, une révolution sociale, c'est-à-dire la montée en puissance de la bourgeoisie. Ce qui est le plus important pour nous, Maëlys de Kerangal s'intéresse à ce point en particulier. Alors, on va voir que le visage de Burt Lancaster prend forme dans le texte à travers une scène que Maëlys de Kerangal va commenter très précisément, qui est la scène de l'escalier. Donc, pour ne pas trop déborder, je ne vais pas forcément lire le texte de Lampedusa, on se le garde pour plus tard si on a le temps, et on va directement regarder la scène, donc filmée par Visconti, qui est donc le point de départ de Maëlys de Kerangal. Donc, vous allez voir le personnage du guépard entouré de sa famille dans la résidence d'été de Donna Fugata. Et on peut quand même revenir ici. Donc, il va accueillir chez lui Don Calogero, propriétaire terrien de Donna Fugata, qui est devenu plus riche que le guépard lui-même. Et donc, c'est le bourgeois qui allait dans l'ombre et qui vient bousculer le règne du guépard. Ah, donc Calogero est en train de monter l'escalier. Il est en frac. En frac. Mon cher oncle, cette nouvelle t'a fait plus d'effet que le débarquement à Marsala. Donc Calogero en cravate blanche, l'image de la révolution en marche.
Il est en frac, c'est vrai. Mais regardez quel frac. Et les chaussures. Bonsoir, Don Calogero. Oh, bonsoir, prince. Ma femme n'est pas très bien, elle a pris un peu froid. Oh, je suis désolé. Oh, merci, prince. J'espère que leurs excellences m'excuseront si ma fille Angelica vient à sa place. Mais bien sûr, venez. Donc ici, l'escalier est un symbole évident de l'ascension sociale. Et d'ailleurs, on voit que Don Calogero hésite, il ne monte pas la dernière marche au début, puis finalement, il finit par la franchir. Mais ce qui intéresse Maëlys de Carangal ici, c'est surtout la posture du guépard. Donc voici comment elle commente la scène. Le prince est debout en haut de l'escalier qui conduit au salon du palais, torse incliné, dominant la volée de marche. Il se tient noble et figé. Évidemment, cela est bien rendu, à part le point de vue en légère contre-plongée sur Burt Lancaster. Dans l'éclat de son nom et ce qui émane de lui manifeste le charisme et l'autorité de son rang, de son sang, bientôt entouré de son fils et de son neveu, Tancred. La jeunesse la relève, il pose les yeux sur le petit homme sagace qui gravit l'escalier, engoncé dans un frac, un habit de soirée, qui n'est pas de circonstance. Évidemment, l'aristocratie est la classe sociale qui maîtrise les usages, les codes. La bourgeoisie ne sait pas encore le faire. Et évidemment, on se moque gentiment de la bourgeoisie. Et ici, on le voit aussi à travers le choix du point de vue, un point de vue en plongée, et qui épouse le regard condescendant des aristocrates. Et donc, on s'amuse de Don Calogero ici. On le voit aussi avec la petite musique Guillerette. Bon. C'est une scène apparemment légère, mais en réalité, Don Calogero est ici une menace pour le guépard. Et en faisant entrer Don Calogero dans sa propre maison, le guépard fait entrer un cheval de Troie. Je continue le texte. Cet homme dont il sait l'ascension, dont il sait l'assaut, il le salue d'une voix forte et chaleureuse, donc toujours ce corps très puissant de Burt Lancaster, quand son expression, elle, demeure étrangement lointaine. Il l'accueille dans sa demeure et le fait entrer chez lui, un instant qui est peut-être la seconde décisive du film, ce mouvement de bascule entraînant l'engloutissement de l'ancien monde, l'instant où l'aristocratie sicilienne chavire. Le regard du prince est voilé de mélancolie, il est déjà dans la mort. Donc il y a une opposition entre le corps athlétique de Burt Lancaster et son regard bleu qui traduit la faille du personnage. Bon, on s'est considérablement éloigné de notre sujet, mais vous voyez comment on y revient ici. C'est l'instant où l'aristocratie sicilienne chavire. Donc retour au naufrage, un naufrage ici métaphorique. Et cette lecture sera confirmée grâce à la scène du bal, qui est la dernière grande scène du guépard, qui dure 40 minutes. Et Maëlys de Carangal le dit clairement, j'ai réalisé que Visconti avait filmé le bal du guépard exactement comme un naufrage. Ce que raconte cette scène, c'est l'intronisation de la fille de Don Calogero, la belle Angelica, qui se marie avec Tancred, le neveu du guépard, ce qui est évidemment le passage d'un monde à l'autre. Et le bal est le grand rituel mondain de l'aristocratie, un rituel où s'affiche la magnificence de l'aristocratie. Or, Visconti va montrer comment, par excès de luxe, l'aristocratie se meurt. Je cite à nouveau Maëlys de Carangal, j'ai revu le bal, la grande scène du bal chez les Panteleone, où comment une scène d'intronisation, celle d'Angelica dans la haute société palermitaine, se métamorphose inéluctablement en scène de crépuscule. Il y a l'idée d'un retournement, en description quasi anatomique d'un monde qui sombre. Le bal déploie une danse macabre, ritualisée comme une mise à mort. Alors, Maëlys de Carangal ne se contente pas de raconter la scène, elle souligne aussi le travail de composition de Visconti qui se révèle fécond. Visconti n'a pas repris exactement le texte de Lampedusa, il a enlevé les deux dernières parties pour s'arrêter sur la scène du bal. Et surtout, il va étirer cette scène du bal. Par sa durée affolante, étirée à l'extrême, la séquence du bal tend à faire craquer la structure du film, donc 40 minutes sur les presque 3 heures du film, dont elle occupe le tiers final, ou plutôt déséquilibre l'œuvre vers sa fin, comme la charge d'un navire excessive ou mal arrimé le retourne. Encore et toujours l'image du naufrage. Le film est comme un navire, film qui chavire, de même que l'aristocratie chavire. On s'arrête là pour le moment avec le guépard et on continue la migration avec Maëlys de Carangal.
lorsqu'on migre, on peut migrer d'île en île, et donc Maëlys de Kerangal va migrer de nom en nom, d'œuvre en œuvre, et donc de visage en visage, et on va retrouver encore Burt Lancaster, mais dans un film, cette fois-ci de 1968, The Swimmer de Frank Perry. Voici comment elle opère la transition. Soudain, l'aristocrate immobile, majestueux en son île, le guépard donc, s'efface sous une autre figure, mobile celle-là, celle d'un homme en maillot de bain surgi à l'orée d'une forêt américaine. Bon, voici Burt Lancaster en maillot de bain. Donc, changement de personnage, hein, on change aussi d'univers, on passe de la Sicile aux États-Unis, dans le Connecticut. Et Lancaster donc, joue le rôle de Ned Merrill, un Américain qui a réussi sa vie et qui le porte sur lui jusque dans son sourire ultra bright. Tous ses amis ont de belles villas où ils font de grandes fêtes avec toujours les mêmes personnes. Donc il s'agit de la réussite sociale, de ce qu'on peut appeler le rêve américain. Et donc Maëlys de Kerangal nous donne le synopsis du film, hein, l'odyssée d'un homme qui a formé l'étrange projet de rentrer chez lui à la nage. Il ne cesse de clamer « I'm swimming home » en traversant une à une les piscines des somptueuses propriétés de la vallée où il vit. Et comme l'Odyssée d'Homère, hein, c'est ici une sorte de voyage initiatique qui est une longue dérive, où le personnage va se confronter ici plus particulièrement à son passé, un passé de salaud, et lorsqu'il finira par retrouver sa maison, cette fois-ci à la différence de l'Odyssée, il n'y a plus de personnes, plus de femmes, plus de filles. Bon. C'est un naufrage personnel, hein, tout au long du film. En tout cas, on a vu qu'il y avait ici deux images antithétiques. Hein. D'un côté, le guépard élégant avec son costume, et puis Burt Lancaster ici en maillot de bain, un personnage immobile, l'aristocrate enraciné dans ses terres, et ici un personnage mobile qui traverse toutes les piscines hein, jusqu'à chez lui, et qui est, nous dit Maëlys de Kerangal, un migrant. Et ce qu'elle montre à partir de là, c'est que ces deux images a priori antithétiques du prince et du migrant se rejoignent. Peu à peu, le prince Salina et Ned Merrill m'apparaissent comme deux versions d'une même humanité, le recto et le verso d'un même homme. On raconte en réalité la même histoire. Bien que situés aux antipodes l'un de l'autre, ils partagent cette même splendeur du corps qui peu à peu fléchit au cours du film, une même solitude froide sous un soleil qui tape, une même sensation de vieillissement et de vide au spectacle d'une société riche, fermée, égoïste, dîner et bal dans le guépard, cocktail party géante dans The Swimmer. Donc à partir du non-caillou Lancaster, on a deux images antithétiques qui se construisent finalement comme un récit. Et il est possible de voir The Swimmer comme une suite possible du guépard. On pressent le naufrage à la fin du guépard avec la scène du bal. Et donc finalement, l'aristocrate perd ses habits, se retrouve en maillot de bain et traverse et accomplit par son corps et par son esprit le naufrage dans The Swimmer. Alors, quelles leçons tirer finalement de ce petit récit à partir de deux images antithétiques ? On voit que Maëlys de Kerangal cherche à décentrer notre regard. Le regard a été tourné au début de l'œuvre vers les migrants qui périssent près de Lampedusa, et elle déplace notre regard pour nous amener à regarder cette société riche, fermée, égoïste, dans laquelle on peut retrouver notre propre société occidentale, au-delà de l'aristocratie sicilienne ou d'un Américain qui a réussi sa vie. Et elle semble ici dénoncer la posture d'une Europe qui se replie sur elle-même, avec une volonté de se protéger de cette vague migratoire. On le voit tout particulièrement avec l'emploi des adjectifs fermé, égoïste. Et dans un passage qui sera ouvertement politique vers la fin de l'œuvre, Maëlys de Kerangal met en perspective le durcissement des politiques migratoires des États avec le comportement des insulaires qui, aussi pauvres que les migrants, finalement, viennent les accueillir et répondent à un seul mot-clé, qui est le mot-clé d'hospitalité. Finalement, l'Europe a cessé d'être une terre d'asile, d'être une terre qui répond à cette vertu cardinale qu'est l'hospitalité. Et finalement, on le voit ici avec le guépard, c'est précisément le repli qui mène le guépard à sa fin. Et donc, à trop se replier, finalement, ça pourrait être aussi le naufrage de notre propre civilisation. Bon. Mais Maëlys de Kerangal ne s'en tient pas là et va plus loin dans sa réflexion. Elle réfléchit sur l'acte même de nommer. Elle pose la question de notre rapport au lieu.
Donc les noms sont pris dans la boucle tournoyante du sens. Les noms réels et non fictionnels ne cessent de s'échanger dans le texte de Kerangal, mais aussi les toponymes, les noms de lieux, et les anthroponymes, les noms de personnes. Qu'est-ce que Lampedusa? Le nom d'un homme ou le nom d'une île? Et finalement, elle pose la question de ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce le nom de l'île ou est-ce le nom de l'homme? Et finalement, elle donne la réponse en étudiant la petite particule nobiliaire dit Lampedusa. Lampedusa, c'est cet homme issu, surgi, venu de cette île. Mais il faut aller encore plus loin sur la quête des origines et se demander finalement d'où viennent les noms de lieux. Et c'est comme une révélation dans le texte. Soudain, je me suis demandé comment les hommes avaient déposé les noms sur la terre. Et elle revient ici sur un épisode historique, celui des grandes découvertes, la découverte de l'Amérique en particulier, et son récit glorieux, qu'on peut voir ici sur un tableau de Dioscoro Puebla du XIXe siècle, avec Christophe Colomb en héros au centre, bien visible. Maëlys de Kerangal fait une relecture un peu différente de ce récit glorieux et épique des grandes découvertes, et elle explique que les conquistadors sont ici des types affamés, qui ont la gale, le scorbut, des poux jusque dans les sourcils. Bref, pas d'héroïsme pour ces conquistadors. Et elle insiste tout particulièrement sur le rôle du prêtre, puisque ça permet de retrouver la question du nom. Un prêtre décharné flottant dans une loque de surplis, le regard en feu, brandit un crucifix à bout de bras vers le ciel. Que fait-il? Il baptise le sol, c'est-à-dire il prononce le nom, c'est l'acte de conquête, la prise de possession d'un sol, d'une terre que l'on offre à Dieu, au roi, à l'Église, la conquête d'un territoire que l'on réinitialise. Donc la première chose que fait le prêtre, c'est donc de baptiser le sol et de lui donner un nom, mais ce nom, c'est un nouveau nom. Et donc, nommer pour le prêtre, c'est renommer, et c'est donc effacer les noms en usage chez les indigènes. Les noms qui s'y trouvent seront écrasés, où on les concrétionnera, on les recouvrira, si bien qu'ils s'effaceront de la surface du sol, mais continueront de hanter l'espace. Finalement, la violence n'est pas seulement dans l'acte de conquête, mais aussi dans l'acte de nommer. Et en réaction, que fait Maëlys de Kerangal? Elle redonne les noms à ces sauvages, que souvent on voit à l'arrière-plan, elle les remet au premier plan, et elle leur redonne donc leur nom. Ceux qui observent les nouveaux venus, ceux-là tapis dans le sous-bois, ceux-là se nommant petit torrent ou cheval volant dans la plaine. Ils s'affolent et se transmettent tous les noms de leur terre. Donc, nommer, ce n'est pas simplement posséder pour les Indiens, mais c'est aussi être en harmonie avec la terre. Donc, c'est un autre rapport à la terre qui se dessine et qu'elle retrouve aussi avec les aborigènes. Donc, on change d'époque et de continent. Maëlys de Kerangal va évoquer les songlines des aborigènes. Elle découvre ces songlines dans un texte de Bruce Chatwin qui s'intitule « Le chant des pistes ». Nommer a un tout autre sens. Nommer, dans le cadre des songlines, ces pistes chantées, ces itinéraires chantés, c'est donc le fait de chanter et donc le fait de célébrer la terre dans sa beauté, la terre dans son caractère sacré. Et donc il s'agit d'un récit de création du monde. Le langage est performatif ici. Chaque songline réinvestissait un fragment du grand récit cosmogonique, récit de création du monde. À l'origine du monde, un ancêtre créa la piste, engendrant toute chose en chantant son nom, si bien qu'aujourd'hui, l'aborigène qui emprunte de nouveau ce chemin et chante, renoue-t-il avec son origine tout autant qu'il recrée le monde. Donc les songlines, c'est le chant d'un parcours terrestre, le parcours terrestre de ces aborigènes, qui est un récit mythique de création du monde et qui devient par la suite un poème de remémoration de l'ancêtre qui a tracé la piste à ce moment-là. Maëlys de Kerangal fait le lien entre les songlines et les noms propres. J'ai rêvé sur ces songlines qui résorbent l'ADN d'un clan, jouant comme des noms propres. Mais évidemment, ces songlines ne fonctionnent pas comme les noms propres qu'on a vus jusqu'à présent. Par exemple, avec Lampedusa, le nom propre renvoie à un lieu unique, alors que les songlines, comme leur nom l'indique, indiquent une ligne de lieu, c'est-à-dire un paysage. Et finalement, ici, nommer, c'est chanter son paysage. Appartenir au clan, c'est chanter son paysage. Ces songlines fascinent Maëlys de Kerangal et elle imagine finalement un monde qui serait parcouru par des milliers et des milliers de songlines. J'ai imaginé que les songlines aborigènes, une fois rassemblées, composaient une représentation quasi intégrale de l'espace australien
et elle change encore d'échelle par la suite. J'ai visualisé les parcours innombrables qui s'entrecroisaient à la surface de la Terre, ce maillage choral déployé sur tous les continents, instaurant des identités mouvantes comme des flux, et un rapport au monde conçu non plus en termes de possession, mais en termes de mouvement, de déplacement, de trajectoire, autrement dit en termes d'expérience. On voit que dans cet extrait, c'était déjà présent juste avant avec la citation « appartenir au clan, c'est chanter son paysage », Maëlys de Kerangal redéfinit la notion d'identité. Elle refuse l'idée selon laquelle l'identité serait enracinement dans un lieu qu'on possède, à l'image des conquistadors. Hein. Ils viennent, ils arrivent sur cette terre et ils décrètent que c'est leur terre. Eh bien, ici, elle propose une image de l'identité qui serait une image en mouvement, une image donc qui se résume à l'expérience, au vécu. Le paysage, ce n'est pas simplement le lieu d'où je viens, mais ce sont les lieux par où je passe, où j'ai vécu quelque chose. Et finalement, on est amené à envisager les trajectoires des migrants, peut-être, comme des songlines modernes. En guise de conclusion, donc on a longuement insisté sur l'acte de nommer, mais il est important de voir aussi que dans ce récit, les migrants ne sont jamais nommés. Ce n'est pas Maëlys de Kerangal qui ne nomme pas les migrants, mais en réalité, ce sont les discours qu'on entend à la radio qui ne nomment presque jamais ici les migrants. Ce qui crée un effet d'invisibilisation des migrants. Et voilà, je renvoie à l'article de Mona El-Khoury que je vais présenter en bibliographie. Donc il y a une forme de violence dans le fait de ne pas nommer. Et qu'est-ce qui remplace le nom propre pour les migrants ? Eh bien, le chiffre. Le flou du nombre des victimes est une violence révoltante, nous dit Maëlys de Kerangal. L'approximation fait voir la paresse, désigne vaguement l'innombrable, la multitude, la foule, les pauvres, tout ce qui grouille et qui a faim, tout ce qui fuit sa terre. En bref, il n'y a plus d'individualisation possible. Les migrants sont pris dans un groupe, le groupe des migrants, le groupe de tout ce qui grouille et qui a faim. Et ils sont traités d'une façon évidemment inhumaine. Hein. L'anonymat rejoint ici l'innommable. Et finalement, le seul nom qui s'impose est celui de Lampedusa. Lampedusa qui est devenu le nom de la honte, le nom de la révolte. Et arrivé au terme du récit, Maëlys de Kerangal explique que ce nom de Lampedusa, le toponyme insulaire, a écrasé le nom de fiction, a écrasé Burt Lancaster, a écrasé toute sa mémoire cinématographique. Donc c'est une odyssée, on revient au point de départ, mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'on a fait avec elle le voyage poétique et qu'on se souvient aussi de ce périple. C'est un voyage poétique offert au lecteur. Et elle nous invite aussi à prolonger le voyage, à écouter nos propres voix qu'évoque pour nous le nom de Lampedusa. Donc c'est à vous de prendre maintenant le relais après cette proposition de Maëlys de Kerangal. Et donc en guise d'ouverture, comme il convient, je voulais évoquer ici l'entretien de Maëlys de Kerangal avec François Bunel dans la grande librairie. Et François Bunel lui demande s'il s'agit d'une forme de littérature engagée. Maëlys de Kerangal répond d'abord que c'est un geste d'empathie, et c'est effectivement ce qu'on comprend en lisant ce texte. Et elle répond plus précisément à la question dans un second temps. Elle dit la chose suivante: la littérature est assez sauvage. Donc elle refuse l'étiquette ici de littérature engagée, une étiquette datée du XXe siècle. Elle ne doit pas répondre à des assignations et tenir des discours, mais elle livre des expériences. Et elle précise, cette expérience, c'est mon engagement. Donc il s'agit de faire ici l'expérience poétique, une expérience poétique qui donne à penser autrement à cette question. Je vous remercie de votre attention.